Mhm. Ouais. Oui. Oui, ça va, c'est beau. Mhm. Oui, je sais, il n'y a plus de saison. Ouais, sans doute, sans doute. Ah, vous êtes là. Une seconde, j'arrive. Francis? Ouais. Je peux te rappeler plus tard, ça te donne pas? Super, salut. Parler de la pluie et du beau temps est une activité qui passe pour futile, sans intérêt. Le parfait exemple du temps perdu à parler pour ne rien dire. La météo est l'un des programmes télé les plus regardés. Oui. Alors ça doit être important le temps qu'il fait. Oui, les précipitations et les températures, c'est super important, effectivement. Alors soyez un peu moins méprisant, monsieur Tapas. Pourquoi tu t'énerves Parce là que le battement d'une aile de papillon peut provoquer un ouragan, je te ferai dire. Eh oui, c'est le principe de l'imprédictibilité dans les systèmes complexes. Alors c'est justement un peu plus compliqué que ça. Bah c'est qu'est-ce que je dis? Comprendre comment fonctionne le temps est une tâche qui occupe de nombreux scientifiques dans plusieurs domaines. Oui, mais c'est trop complexe. On n'y comprend rien. Alors ça, c'est pas tout à fait exact, mon petit Mandax. C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire que les météorologues sont nuls. Et quand on nous annonce un changement climatique planétaire provoqué par l'activité humaine, avec des conséquences considérables sur les écosystèmes, l'agriculture, le niveau des océans, les migrations humaines et la qualité de vie de l'humanité à l'horizon des générations qui sont déjà nées, combien d'entre nous se disent « Quand on n'est pas foutu de prévoir une averse 2 jours en avance, c'est pas la peine de venir nous dire le temps qu'il fera dans 100 ans !» Quand on dit cela, c'est qu'on pense avec des données au moins incomplètes, sinon totalement biaisées. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des scientifiques qui travaillent dans la structure Climérie France pour essayer de raisonner sur des bases autrement plus solides. Au sein de différentes équipes du CNRS, du CEA, de Météo France, d'universités et d'autres structures de recherche internationales, les chercheurs rassemblent d'immenses quantités de données à travers le monde, puis doivent les traiter, pour essayer de comprendre quelque chose à la question « Le système climatique terrestre, comment ça marche ?» Donc les sciences du climat, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les sciences qui se rapportent à l'étude du climat, donc à son observation, mais aussi à sa modélisation, à sa compréhension dans le climat actuel, mais aussi les climats passés ou alors les climats futurs. Je suis un climatologue et je travaille essentiellement à partir de modèles. Donc je fabrique et j'utilise des modèles du climat pour essayer de comprendre le climat actuel et puis les climats futurs, disons jusqu'à la fin du XXIe siècle. Ce sont des modèles mathématiques et numériques qui vont on peut les voir comme des maquettes numériques qui vont représenter le fonctionnement de l'atmosphère, des océans, des continents. Ça va s'appuyer sur les principes de base de la physique, comme les lois de conservation. On conserve la masse, on conserve l'énergie. Et on va, en fait, au fur et à mesure du temps, ces modèles se sont sophistiqués et en fait, on représente de plus en plus l'ensemble des processus, à la fois physiques, mais aussi chimiques. Il y a des réactions qui se passent dans l'atmosphère, sur la composition de l'atmosphère, et biologiques. Parce qu'en fait, les écosystèmes, que ce soit sur les océans, dans les océans ou sur les continents, contribuent au fonctionnement et interagissent avec l'atmosphère et l'océan. Tous les 6-7 ans, la communauté internationale se réunit pour définir un protocole expérimental. Quelles questions on veut poser à ces modèles de climat? On va chercher à savoir si les modèles reproduisent bien les climats passés et les climats observés. Le protocole va essayer de déterminer si ces modèles représentent bien un certain nombre de processus importants pour qualifier le climat. Et dans ces protocoles, on a également des projections futures pour voir quelle serait la réaction du climat à un certain nombre de scénarios de développement économique, principalement. L'avantage des modèles, c'est qu'on peut très bien mettre une simulation en ne mettant que des facteurs naturels sans émission de gaz à effet de serre, ce qu'on ne peut pas faire évidemment sur la planète réelle. On peut au contraire ne mettre que des gaz à effet de serre et pas d'autres phénomènes. Enfin, voilà, on peut séparer les causes
Et c'est en comparant les caractéristiques à la fois spatiales et temporelles qu'on peut arriver à affirmer qu'il est extrêmement probable que cette émission de gaz à effet de serre en soit la cause principale. La climatologie et la météorologie sont deux sciences très différentes quand on les regarde de près. Toutes les deux ont pour objet la compréhension et la prévision des températures, des précipitations, des mouvements de masse d'air, mais à des niveaux temporels qui n'ont rien à voir. La météorologie décrit et comprend de mieux en mieux l'évolution du temps qu'il fait autour de nous. Elle isole les processus les plus prédictifs sur cette évolution à court terme. La météorologie peut prédire comment une masse d'air va se déplacer, se réchauffer, et les probabilités qu'elle provoque averses, vents violents ou canicules sur son passage. Et les prévisions sont fiables à plusieurs jours. Mais les sciences du climat, comment savoir quelle température il fera dans 100 ans ? Eh bien de la même manière que vous savez qu'à Paris, le mois de juillet 1901 a certainement été plus chaud que le mois de décembre 1903. Et de la même manière qu'on peut prédire que janvier 2017 sera moins chaud que juin 2017. On peut faire cette prévision car nous avons connaissance des principaux processus et facteurs responsables des différences de température entre ces dates. Les climatologues font la même chose. Ils trouvent des facteurs dont les valeurs sont déterminantes pour l'évolution du climat sur le long et le très long terme. Cela implique bien sûr un certain nombre d'incertitudes. On peut expliquer les différents types d'incertitudes. Il y a bien sûr une incertitude qui est due au scénario climatique. Le climat futur, quand même, dans une large mesure, va dépendre de ce que va être le scénario d'émission. Est-ce que la population mondiale va continuer à émettre des gaz à effet de serre, plus de gaz à effet de serre, moins de gaz à effet de serre? Donc voilà. Donc il y a là une incertitude qui n'est pas une incertitude due au modèle de climat, mais qui est une incertitude sur ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a une deuxième gamme d'incertitudes qui est celle qui est due au modèle, due au fait que le modèle n'est pas parfait. Alors on a confiance quand, justement, les différents modèles qu'on a disent un petit peu tous la même chose. Et donc là, la gamme d'incertitudes est réduite, et donc on se dit, voilà, ça serait quand même étonnant si la réalité se trouvait en dehors de cette gamme d'incertitudes telle qu'on peut la calculer. On a aussi confiance quand on a un mécanisme physique, quand on comprend la physique qui est dans le modèle. Le modèle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de lois physiques, mais on en met beaucoup. Et puis ensuite, il y a un tas de calculs, mais on essaie de simplifier ça conceptuellement pour revenir à des lois physiques un peu plus simples. Et donc si on a un modèle physique simplifié qui vient corroborer le modèle numérique complet qui nous a fait une prévision numérique, une projection climatique, et donc on a cette compréhension physique, et ça nous donne un deuxième élément de confiance. Ensuite, on peut aussi chercher des analogues. Donc on cherche dans le climat passé ou dans le climat actuel des analogues à ce qui pourrait se passer dans le futur. Le GIEC s'appuie sur ces expériences coordonnées au niveau international auxquelles contribue Climeri pour la France. Donc notre infrastructure va contribuer et réalise les expériences qui ensuite sont largement exploitées dans ces rapports du GIEC pour pouvoir avoir un état de la connaissance sur la fiabilité des modèles, sur la connaissance des processus et sur ces projections qui vont être une façon de dire comment le climat peut être amené à évoluer suivant différents choix politiques et scénarios économiques. La science étant un mouvement perpétuel vers plus de raffinement dans la compréhension du monde, les outils dont disposent les climatologues évoluent sans cesse et permettent de remettre continuellement en question ce que nous pensons savoir sur ce qui fait le climat. Pour élaborer et tester leurs modèles, les climatologues utilisent les calculateurs les plus puissants, comme ceux du grand équipement national de calcul intensif situé au CEA et au CNRS, ou ceux de Météo France. Ces ordinateurs permettent de réaliser plus d'1 million de milliards d'opérations par seconde et produisent des données au rythme de 3000 milliards d'octets par jour de calcul, c'est-à-dire beaucoup. Sans informatique, sans puissance de calcul, il est impossible de répondre aux questions que se posent les scientifiques de nos jours en ce qui concerne le climat. Une évolution, c'est de faire des modèles de climat qui ont une résolution croissante. Donc pour le moment, du fait de cette limitation de nos moyens de calcul, on est obligé de représenter les choses de manière encore un peu grossière, c'est-à-dire qu'on ne résout pas bien, par exemple, le climat de la France. On a simplement quelques points de grise sur la France, et donc on ne prévoit pas très bien, ou sur l'Europe, et on ne prévoit pas très bien les climats régionaux. Donc en allant vers
plus de résolution. On espère mieux prévoir les climats régionaux. Donc les climats régionaux, c'est des choses qui continuent de nous poser problème. Il y a des climats régionaux qui restent difficiles à simuler. Ça peut être la mousson indienne, la mousson africaine. À l'échelle de la planète, les processus sont bien compris, mais si on veut avoir une réponse au niveau d'un continent, au niveau d'une région, au niveau d'un pays ou d'un bassin versant, encore plus difficile, voilà, là il y a énormément de connaissances scientifiques que l'on doit encore acquérir. Donc il y a un défi scientifique donc, qui attend notre communauté, des défis techniques et technologiques. Donc les travaux qu'on peut faire pour étudier le climat dépendent très fortement des ressources informatiques. Le changement climatique est en train de se produire, c'est une vérité de science. C'est l'avis de ceux dont le métier est justement d'avoir un avis sur la question. Ils connaissent les arguments de ceux qui nient le consensus scientifique. L'inverse est moins vrai. Si 97% des experts du climat sont d'accord au sujet de l'importance de l'activité humaine dans le changement climatique, c'est pour des raisons scientifiques. Oui, alors il y a des climato-sceptiques, il n'y en a pas tant que ça. Et on a l'impression que c'est un peu aussi une espèce en voie de disparition. Et puis ils ont toujours un petit peu les mêmes arguments, donc c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Il y a des arguments qui sont pas très sérieux. En tant que scientifique, on n'y passe pas trop de temps. Il y a des arguments qui sont plus sérieux, et dans ce cas-là, on les examine. On prévoit cette augmentation du réchauffement depuis les années, ça a commencé en 1975, et les premiers rapports du GIEC début 90. Et malheureusement, ce qu'on a prévu se réalise. Donc on ne peut pas non plus tout rejeter et dire que les modèles n'ont aucun fondement. Le climat est piloté par un certain nombre de processus. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le Soleil. L'irradiance solaire totale qui nous arrive, donc l'énergie que nous envoie le Soleil. On a également donc l'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur notre planète, la température de la planète serait d'environ moins 18 degrés centigrades. Et grâce à la présence de vapeur d'eau, grâce à la présence de CO2, de méthane, etc., la température moyenne oscille autour de 15 degrés. Donc s'il y a un changement dans l'activité solaire, un changement de notre orbite autour du Soleil, ou une modification de la composition atmosphérique au niveau des gaz à effet de serre, vapeur d'eau, CO2, méthane, cela induira donc un changement climatique. On est dans un régime, si vous voulez, où les forçages dus à l'homme sont plus grands que les forçages naturels. Donc bien sûr, il est un peu difficile de savoir, même impossible, de connaître l'évolution des forçages naturels dans le futur. Le Soleil ou les éruptions volcaniques, on ne sait pas prévoir. Mais on sait que c'est des forçages qui sont relativement petits par rapport aux forçages dus aux émissions de gaz à effet de serre, à ces particules dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est essentiellement, le climat futur, il va dépendre essentiellement des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur le XXIe siècle et d'émissions de ces particules. Le fait que récemment à l'échelle des âges géologiques, le fait que récemment l'homme ait injecté dans l'atmosphère des quantités importantes de gaz à effet de serre telles que CO2, méthane, aérosols, ozone, cette injection a modifié l'équilibre énergétique de notre planète. Et donc, c'est ce que l'on observe actuellement. Le climat terrestre est en train de se déplacer vers un nouvel état d'équilibre. C'est ce qu'on peut appeler le changement climatique dû à l'activité humaine. Il faut voir que le changement climatique, ça nécessite de changer nos modes de vie, nos modes de consommation d'énergie. Ça pose tout un tas de questions au point de vue économique. Donc, qu'il y ait des voix dissonantes n'est pas étonnant, puisqu'en fait, ça gêne un certain nombre de gens. Donc, d'une certaine façon, moi, je pense que ça fait partie du processus d'appropriation de l'enjeu. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de ces voix dissonantes. Alors, les arguments, après, peuvent être de deux types. Il y a des gens qui sont plus sur le côté politique. En particulier, c'est très développé au niveau États-Unis, par exemple, où on peut avoir aussi des arguments qui vont essayer de s'appuyer sur un certain nombre de points scientifiques. Par exemple, une interprétation d'observation partielle. Au lieu de prendre l'ensemble de l'évolution, on va se concentrer sur les derniers 20 ans. Et il y a des fluctuations. On n'a pas un réchauffement systématiquement plus élevé d'année en année. Il faut voir qu'en fait, on a des fluctuations, une variabilité naturelle du climat auquel se superpose cette tendance liée à l'augmentation des gaz à effet de serre et qu'on ne peut pas juste découper en tout petits bouts. Ils vont aussi, par exemple, s'appuyer sur des mécanismes qui peuvent être plus ou moins bien connus. C'est pas si facile de bien quantifier l'impact du soleil. Donc,
on peut avoir oublié certains mécanismes. Donc, ils vont s'appuyer sur ce genre de questions. Et d'autres vont carrément, en fait, rejeter cette question parce qu'en fait, elle s'appuie énormément sur les modèles de climat et ils n'ont pas confiance dans une approche qui utilise une démarche de modélisation. En aéronautique, les avions s'appuient aussi beaucoup sur de la simulation et ça n'empêche pas les gens d'utiliser les avions. Mais dans le domaine du climat, souvent, ce rôle des modèles est mal compris et souvent mal perçu. Et c'est souvent un des points d'achoppement. Le rôle de la science n'est pas de nous dorloter, de nous dire que tout ira bien quoi qu'il arrive, mais plutôt d'éclairer les alentours afin de nous permettre de choisir notre chemin tout en connaissant les conséquences de nos choix. Quand le discours de la science nous met face à l'obligation de modifier nos habitudes, nos modes de vie et nos manières de penser, nous, Homo sapiens, nous sentons un petit peu chatouillés à rebrousse-poil. C'est sans doute ce qui explique que certains usent de tous les artifices rhétoriques les plus fallacieux pour surtout éviter de devoir agir conformément à ce que la raison commande. Le rôle du scientifique ici, il est de faire la science de la manière la plus rigoureuse possible, et puis d'informer le public, avec un effort de vulgarisation, et puis d'informer le décideur politique. Et donc c'est quelque chose dans lequel on est pleinement engagé, avec par exemple donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui existe depuis le début des années 90, et dans lequel on fait régulièrement des rapports de synthèse sur l'évolution du climat. Il est insuffisant de dire l'homme influence le climat, les conséquences peuvent être néfastes. Il est, je trouve, beaucoup plus intéressant de dire ça, en effet. L'homme influence le climat, les conditions peuvent être néfastes. Voilà comment on peut adapter nos habitudes, nos modes de vie pour inverser cette tendance. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on leur apporte ce constat scientifique, on doit également travailler à apporter une réponse sociétale en aidant le citoyen, les politiques à adapter nos comportements. Les connaissances sur la dynamique du climat s'accroissent chaque jour d'innombrables données. Des données qu'on n'accumule pas pour le plaisir, mais afin d'affiner la description et la compréhension du climat de notre planète, d'une complexité stupéfiante et d'une fragilité alarmante. Nous ne trouvons pas de solution en dehors des choix que la science éclaire pour nous, mais il nous reste à faire ces choix et à les assumer.